Nous allons passer donc maintenant aux différentes délibérations d'ordre budgétaire. Comme vous m'avez autorisé en début de conseil, donc si vous voulez bien, on va regrouper les votes donc d'approbation des comptes de gestion d'abord, et ensuite les délibérations concernant les comptes administratifs. Puis après, on déroulera donc l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Je vous rappelle que l'approbation des comptes de gestion, je dis ça pour les nouveaux, le compte de gestion du comptable, c'est une délibération sur la comptabilité qui est tenue donc par le comptable de la ville, côté État. Vous savez qu'il y a deux comptabilités rigoureusement identiques, je vous rassure. Une donc qui est tenue par le comptable et une qui est tenue par la ville. Et il faut, pour pouvoir présenter donc les comptes administratifs tels que vous l'avez ici, que toutes les lignes correspondent exactement. C'est une garantie tout simplement que les choses sont contrôlées par le comptable et qu'on est bien en phase sur les différentes écritures. D'ailleurs, vous serez amené au cours de votre exercice à faire des modifications sur les écritures qui sont faites par la ville, tout simplement par exemple parce que le comptable, lui, a l'habitude d'imputer un type d'écriture sur tel compte, alors que le comptable de la ville avait l'habitude de l'imputer sur un autre compte. Et donc ça permet d'avoir des rapprochements. Et ces premières salves de délibération, c'est tout simplement d'approuver techniquement l'écriture donc du comptable. Donc nous avons plusieurs budgets que nous allons passer. D'abord l'approbation donc du compte de gestion du comptable pour pour le budget donc principal de la ville. Alors vous me ferez grâce de tous les arrêtés qui sont marqués. Je vais seulement vous dire que, après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan d'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a prescrit de passer dans ses écritures, étant précisé que les restes à réaliser sont ceux figurant au compte administratif. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais en termes un peu plus administratifs, c'est les écritures donc techniques au niveau donc des budgets. Ce qui vous est proposé, c'est d'arrêter le compte de gestion du budget principal de l'exercice 2013 et de déclarer que le compte de gestion du budget principal n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc à l'unanimité, donc je vous en remercie. Donc si vous voulez bien, nous allons passer maintenant directement sur la 13e délibération. Puisque nous allons faire la même chose pour les budgets annexes. Et là, il s'agit donc du budget assainissement. Je ne vous relis pas donc les différentes délibérations. Je vous demande seulement d'arrêter, si vous le voulez bien, le compte de gestion du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2013 et de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l'assainissement n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant au lotissement et budget lotissement, c'est donc la délibération numéro 17. Voilà, donc c'est la même délibération, mais celle-ci, c'est pour le budget numéro 216, le budget lotissement. Donc même type de décision. Arrêter donc le compte de gestion du budget annexe lotissement numéro 216 pour l'exercice 2013
et déclarer que le compte de gestion budget annexe lotissement numéro 216 n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité. D'accord, je vous en remercie. Nous avons ensuite la délibération donc numéro 20, qui est la même donc pour les zones industrielles. Donc je vous demande, si vous le voulez bien, d'arrêter le compte de gestion budget annexe zone industrielle numéro 217 de l'exercice 2013 et de déclarer que les comptes de gestion du budget annexe zone industrielle numéro 217 n'appellent ni observation ni réserve. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Et nous allons donc passer maintenant sur le budget donc, de la maison de santé pluriprofessionnelle. C'est donc la 24. Voilà, même chose. Le compte de gestion du budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle numéro 221. Je vous demande si vous voulez bien l'arrêter pour cet exercice 2013 et si vous déclarez bien qu'elle n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Donc nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur la 9e délibération. Voilà, et nous allons passer donc au compte administratif. Donc on passe sur le PowerPoint, oui, on bascule. Voilà, nous allons donc avoir plusieurs diapositives suivantes. Nous allons avoir donc plusieurs comptes, vous voyez, administratifs à voir, donc celui qu'on a vu, les différents qu'on a vus, et on va passer donc, si vous le voulez bien, tout de suite au budget principal, donc le compte administratif, donc 2013. Voilà, donc. Comme chaque année, le compte administratif retrace l'ensemble des opérations comptables effectuées durant l'année précédente. Les actions ont été menées en 2013 dans la limite des enveloppes imparties à chaque service et à chaque opération. Il en résulte une parfaite maîtrise donc, des choix opérés. Nous allons voir ça maintenant, si vous le voulez bien, dans le détail, en commençant donc par la section de fonctionnement. Et dans cette section de fonctionnement, nous allons regarder donc les recettes qui se sont élevées à 12 479 413 € et 73 centimes. On va prendre donc les différents comptes, en commençant par le compte 70, avec les produits de l'exploitation du domaine, pour un montant de 554 983,65 €. Ce chapitre donc concerne essentiellement les redevances à caractère culturel, sportif, de loisirs et périscolaire. Il est stable par rapport à l'année d'avant. Sur le compte donc 73, il s'agit des impôts et taxes pour un montant de 7 463 558,01 €. Il y a la revalorisation nominale des bases qui est de 1,80%. Vous savez, ce sont les revalorisations donc, des bases sur lesquelles sont calculés donc, les impôts et qui est donc en fait une indexation sur l'inflation. Et on remarque qu'en parallèle, sans avoir bougé les taux, on a une augmentation donc, de ce chapitre de 2,45%, donc supérieure à la revalorisation nominale, ce qui est témoin d'une croissance sur la ville, malgré une conjoncture dont on entend régulièrement parler et qui, vous le savez, est très difficile. On va regarder, donc, si vous voulez bien, les éléments de fiscalité que vous avez ici. En fait, vous avez donc sur la première colonne, en milliers d'euros, ce que touche la ville de Luçon. Ensuite, il y a un ratio qui, pour moi, est le ratio le plus parlant, qui est celui en fait de la fiscalité en euros par habitant. Et il est comparable, donc, si vous voulez, au montant de la fiscalité
donc de la moyenne de la strate, c'est-à-dire de la moyenne des villes de la même taille et de la même structure donc, que Luçon au niveau national. Donc vous voyez que nous sommes ici pour le foncier bâti à 1 105 € par habitant, alors que la moyenne de la strate est à 1 302 €. Et vous voyez là, le fait sur lequel on insiste, c'est que les bases à Luçon sont très faibles, ce qui fait que nous sommes obligés d'avoir des taux élevés pour obtenir donc un certain montant qui, malgré ces taux élevés, est bien inférieur à la moyenne des villes de notre taille. Et je suis toujours très chagriné quand je vois en particulier certains journalistes qui... alors c'est de moins en moins vrai, et je ne parle pas bien sûr de nos journalistes locaux, mais de presse nationale, qui font des comparaisons exclusivement sur les taux, qui ne veulent rigoureusement rien dire. Il faut en fait regarder en fait, ce qui est prélevé réellement dans la bourse de chacun des habitants. Sur le foncier non bâti, nous sommes à 1 009 € par habitant, alors que c'est 1 216 € pour la moyenne de la strate. Sur le foncier non bâti, là on n'est pas bon, on est à 15 € par habitant, donc, alors que la moyenne de la strate est à 9 €. Ce sont les agriculteurs qui en pâtissent. Ne me regardez pas comme ça, monsieur Vrignot, merci. Voilà, mais ça ne représente, vous le voyez, que 153 000 € sur la totalité de la ville. Et réduction des bases accordées sur des délibérations, vous voyez qu'il n'y a plus aucune ville aujourd'hui qui accorde donc ces réductions. On va passer au chapitre 74, donc les dotations, subventions et participations. Elle était d'un montant de 2 424 254,18 €. On retrouve sur ce chapitre la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui est donné par l'État aux différentes collectivités, qui malheureusement est en baisse, les compensations de taxes ainsi que les diverses dotations. Ce chapitre est globalement stable malgré cette baisse. Au chapitre 74, des dotations, subventions et participations, nous trouvons donc pour un montant de 2 424 254,18 € les dotations donc telles qu'elles sont. Et vous voyez que là, c'est quelque chose qui est chronique sur la ville de Luçon. Alors, les sources Minefi, ce sont les fiches qui sont données par le ministère des Finances. Donc qui sont on ne peut plus fiables. Et vous voyez que sur la DGF de la ville de Luçon, nous sommes à 201 € par habitant, alors que les moyennes des villes de notre taille sont à 235 €. Et vous voyez l'effet de Teneil qui existe sur Luçon depuis des années, c'est-à-dire que vous avez vu qu'on a une imposition par habitant qui est inférieure à la moyenne de la strate, et on a une moyenne de DGF, donc de dotation globale, c'est-à-dire ce qu'on reçoit par l'État, qui est inférieure donc à la moyenne nationale. Vous dire le rattrapage qu'il faut arriver à faire en économie de manière à pouvoir dégager donc un montant d'excédent de fonctionnement qui est suffisant pour pouvoir alimenter donc les investissements tels qu'on doit le faire. Aujourd'hui, on y est arrivé, mais ça demande bien sûr une gestion des dépenses de fonctionnement excessivement rigide et très suivie. Si on passe au chapitre 75, les autres produits de gestion courante, pour un montant de 316 955,74 €, les sommes inscrites au bénéfice de ce chapitre concernent les activités immobilières de la commune en tant que loueur de bâtiments et de terrains. C'est là qu'on retrouve, Monsieur Nolot, les montants dont vous parliez tout à l'heure. Ensuite, nous pouvons passer au chapitre 13, qui est l'atténuation des charges pour un montant de 165 794,77 €. On se retrouve sur ce chapitre les remboursements des charges de personnel en cas d'arrêt de maladie et de congé de maternité ou de paternité, ainsi que les remboursements sur les contrats aidés. Donc les contrats aidés, c'est là qu'on les retrouve. Vous savez, les contrats donc, donnés, qui sont financés par l'État. Alors tous les arrêts de maladie ne se retrouvent pas ici, puisque vous savez que sur une partie des arrêts de maladie, la ville est son propre assureur. Ça nous coûtait moins cher que le montant donc, des cotisations donc, aux assurances. Et nous avons un large produit financier au chapitre 76 de 10 €, donc 45. Nous avons en fait, enfin, au chapitre 77 des recettes exceptionnelles, pour un montant de 76 274,13 €.
On retrouve là les cessions d'immobilisation et les remboursements donc, des assurances. Et cette année, en particulier, il y a eu l'ancienne usine électrique. Donc vous savez, on descend de l'actif et il faut avoir, bien entendu, une recette qui correspond à une dépense donc d'investissement. Le chapitre 42, c'est les opérations d'ordre donc entre sections. Ce chapitre regroupe toutes les opérations d'ordre, les recettes y figurant ne font pas l'objet d'encaissement, mais s'équilibrent par le biais d'une dépense en investissement. Je veux bien vous donner et vous détailler la formule savante des opérations d'ordre entre sections. Il y a de quoi prendre des mots de tête. Ce qu'il faut savoir au bout du compte, c'est que ça ne bouge pas les équilibres, puisque globalement, on a une écriture d'équilibre en dépenses d'investissement. Toujours donc ce chapitre 42, principalement on y retrouve, alors par contre, les travaux en régie, pour un montant de 128 567,39 €. Il y a eu là-dedans la réhabilitation des classes, l'aménagement du place du champ de foire, etc. Et les opérations liées aux sorties d'actifs, ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'attire votre attention sur le fait que les travaux en régie, donc vous voyez ici, sont des recettes de fonctionnement. C'est un des seuls moyens où on peut faire remonter l'investissement vers le fonctionnement. Sinon, c'est interdit, ce qui d'ailleurs est une bonne chose, mais que l'on retrouve donc par ces jeux d'écriture. Enfin, nous arrivons au chapitre 002, excédent de fonctionnement reporté, qui est en fait pour un montant de 1 319 855,13 €. C'est l'autofinancement donc apporté par l'exercice précédent pour abonder les recettes donc 2013. Il correspond à la part du résultat de l'exercice 2012 affecté à la section de fonctionnement. Il est un fait, et vous le voyez, que c'est important d'avoir un bon excédent d'une année sur l'autre de manière à pouvoir faire ces reports qui vont permettre soit d'alimenter le fonctionnement et dégager donc plus d'excédents de fonctionnement, soit de permettre de les mettre directement en investissement pour pouvoir réaliser donc nos investissements. Nous avons maintenant les dépenses de fonctionnement qui sont à un montant de 9 751 204,46 €, heureusement moins élevé que les recettes. Nous allons commencer alors par ce large chapitre qui sont les charges générales de fonctionnement, le 011, pour un montant de 2 448 609,68 €. C'est un chapitre qui est relatif aux dépenses courantes. On y retrouve là-dedans le fluide, les petits matériels, les prestations de services, enfin un tas de choses. C'est vrai que globalement, ça n'est pas très lisible, si ce n'est que c'est quand même un indicateur très important dans le suivi budgétaire. Je le dis, vous m'entendrez en parler souvent. Les 3 budgets de dépenses de fonctionnement sur lesquels on a réellement une activité directe, c'est le 011, sur sa quasi-totalité, le 012 dont on va parler tout à l'heure, et le 65 partiellement. Donc c'est vraiment des budgets qu'il faut regarder de près. C'est pour ça que si on regarde un petit peu ce que ça a donné sur les différentes années, vous voyez qu'en particulier sur le CA 2013, les dépenses donc, du 011, ce qui permet donc de faire des réalisations qu'on a vu donc l'année précédente et qu'on verra donc dans les années à venir, sans pour autant faire appel aux emprunts. Et c'est une des clés de voûte du désendettement donc de la ville, dont on a vu les premiers prémices donc lors du dernier mandat. On peut voir donc cette évolution d'une manière graphique sur la diapositive suivante. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. On a eu un taux très bas de 2008 à 2009. On a vraiment serré les boulons. On a regardé de tous les côtés pour vraiment le diminuer. Et vous voyez qu'il y a eu une petite augmentation qui était, puisque la commande politique est de ne pas augmenter. Les 0,11, 0,12 et 65, plus de 2% sur l'année, de manière à pouvoir maintenir une fiscalité. Sur une année, ça a été suivi. Il y a un moment où on a resserré encore, ce qui s'est passé donc en 2013. Et ce que vous voyez ici, la commande politique, et je vous en parlerai tout à l'heure, est rigoureusement la même donc, cette année, puisque c'est elle
enfin cette année pour ce mandat, puisque c'est elle qui va permettre à la fois l'investissement et en parallèle le désendettement de la ville. Donc, nous allons passer au 0,12, donc sur les frais de personnel. Nous avons donc un montant de 4 733 137,27 €, une augmentation donc depuis l'année dernière de 60, enfin de l'année d'avant, pardon, de 68 500 €, qui est lié à de nouvelles signatures de contrats aidés, ainsi qu'au glissement vieillesse technicité, le GVT. Moi j'aime bien l'appeler le TGV parce que ça c'est le truc qu'on ne maîtrise absolument pas, qui sont des glissements automatiques et qui font que, ça, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait une parfaite maîtrise sur le 0,12, sauf dans ce domaine-là, on a quelquefois des surprises et vous voyez que ça représente des sommes qui sont non négligeables au total. Naturellement, quand on arrive à 4,7 millions sur 9,7 millions de dépenses, vous voyez qu'on est dans des proportions qui sont des proportions importantes. On arrive aux alentours de 47-48%. Il faut savoir que les villes de notre stade sont plutôt aux alentours de 52-53%. Donc on a une productivité, si vous voulez, du personnel ici à Luçon qui est particulièrement remarquable. Et je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des personnels du travail qu'ils fournissent, et en particulier ce soir de services de comptabilité et de la direction générale, donc Mme Kasmerzak et Mme Rossignol, du travail qu'ils font et qui nous permettent donc de sortir ces budgets, de suivre ces budgets d'une manière intelligente et stricte. Voilà donc, si vous voulez, l'évolution donc des dépenses de fonctionnement. Nous allons le voir donc sur un graphique. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui répond à la demande politique, puisque nous ne sommes pas à plus de 2% d'augmentation, 2,5% d'augmentation, donc sur une année. Donc, ce qui permet donc d'avoir le résultat que vous connaissez. Le chapitre 65 maintenant, autre charge de gestion courante. Donc, troisième chapitre sur lequel on a une vision, une visibilité et une action de manière à pouvoir maintenir les dépenses de fonctionnement. On retrouve sur ce chapitre principalement les subventions et les participations, notamment pour le budget de la maison de santé pluriprofessionnelle et les indemnités des élus qui se retrouvent donc ici. Nous avons ensuite des chapitres qui est le chapitre 66, qui est l'intérêt des emprunts. Nous sommes à 623 178,58 €. Ce chapitre regroupe les intérêts des différents emprunts sur la ligne et de la ligne de trésorerie. Ces charges restent faibles puisqu'ils ont un taux moyen qui est inférieur donc à 4%. On a des emprunts qui sont aujourd'hui à moins de 1%. Du fait en particulier d'emprunts qui sont sur des données variables avec des marges des banques qui sont très très basses, et quand on est sur des TEM, des T3M ou des choses comme ça, qui sont aujourd'hui relativement bas puisqu'ils sont à 0,1, 0,2%, eh bien on se retrouve avec des taux donc qui sont très bas et qui nous permettent d'avoir donc un 66 qui est tout à fait acceptable. Au 67, ce sont les charges exceptionnelles. On les retrouvait dans le 65 avant, mais le trésorier, vous voyez, quand je disais qu'il y avait des modifications qui étaient données par le trésorier, a préféré qu'on le passe sur le 67. Donc vous retrouvez en particulier ici les subventions qui ont été versées donc sur le budget lotissement. Je vous rappelle quel est le principe de ces reversements sur le budget lotissement, puisque le budget lotissement en lui-même aurait un équilibre final qui ne serait pas bon, mais il a été fait, les lotissements qui ont été faits avaient des difficultés techniques, et il y avait le pari en particulier que ça permettait pour les terrains qui étaient contigus à ces lotissements d'avoir des possibilités de développement, et il a été décidé donc de reverser tout ce qui est économique sur ces budgets lotissement de manière à pouvoir faire des équilibres. Là, nous avons donc un excédent qui est un excédent qui vient du SMPVA, mais vous verrez que lorsque nous aurons en particulier des taxes d'aménagement qui sont faites par certaines structures, je vous proposerai donc de les verser sur ces budgets lotissement, ce qui nous permettra d'avoir largement un équilibre donc de ces budgets. Le chapitre 42, ce sont les opérations d'ordre
entre sections, donc pour un montant de 639 482,80. Comme pour les recettes, on retrouve dans ce chapitre les opérations d'ordre. Ces dépenses sont équilibrées par l'émission d'un titre de recette en investissement. Les principales dépenses de ce chapitre sont l'amortissement des immobilisations et les écritures de sortie d'actifs. Ça rentre dans le... Alors oui, c'est vrai que M. Dedieu n'aime pas qu'on parle des jeux d'écriture, mais dans les différentes écritures obligatoires, donc des budgets. Chapitre 14, nous avons donc l'atténuation des produits pour un montant de 76 139,20 €. Il s'agit donc du reversement au SIDEV d'une part de la taxe d'électricité, 25%, ainsi que le versement au Conseil général d'un pourcentage de la taxe de séjour qui est de 10%. Donc le résultat du fonctionnement, qui est bien sûr la différence entre les deux montants qu'on vient de voir. Le résultat du fonctionnement de l'exercice s'élève à 2 728 210,27 €. Vous voyez que quand on sait qu'en 2008, on était à peine à 500 000 €, on a quand même fait une progression qui est tout à fait remarquable. Et donc, il vous sera proposé d'affecter cette somme en investissement à hauteur de 2 24 105,30 € et 704 107,97 € seraient alors affectés sur le compte 002 en recettes de fonctionnement sur le PP 2014. Donc vous voyez, c'est les chiffres qu'on retrouvait tout à l'heure quand on parlait des excédents qui étaient reportés. Ce sont ces chiffres-là qui vous seront proposés donc au moment d'un vote, celui de la réaffectation donc des bénéfices. Donc voilà, si vous voulez, les résultats. Vous voyez ici, pour le fonctionnement, pour les dépenses donc de fonctionnement, la comparaison entre 2012 et 2013. Donc vous voyez que nous avons une diminution qui est non négligeable, qui vient en particulier, donc c'est vrai, des opérations d'ordre entre sections, mais regardez sur tous les comptes, on a des comptes donc qui sont bien maîtrisés. Je vous rappelle que entre le 65 et le 67, vous avez un glissement. Et vous voyez, on arriverait à 1 248 000. Donc cette année, si jamais on avait les mêmes écritures, de 80 000 €, qui a été reversé au 67 et qui était en fait une ligne d'équilibre pour les budgets donc annexes en particulier, donc le budget lotissement. Donc voilà pour les dépenses de fonctionnement. Pour les recettes, donc on est à par contre une diminution en recettes malgré un résultat reporté donc qui est relativement important. C'est dans les dotations et participations que l'on pêche un peu et sur des produits exceptionnels. Alors ça, en 2012, en effet, on avait eu un produit exceptionnel qui avait été inscrit en 77. Je n'ai plus en tête ce que c'était. Madame Kasmierzak, vous vous en souvenez? Il me semble que c'était des histoires de passage de capitaux, remboursement anticipé. Il y avait une écriture, oui, des histoires de BFT. Voilà. Ce qui fait que nous avons un total donc, de résultats de fonctionnement. Vous voyez pour le CA 2012 qui se montait à 2 139 236,90 €. Et malgré ce que je vous montrais tout à l'heure et les difficultés qu'on aurait pu trouver, on se retrouve avec un excédent donc de 2 728 210,27 €, ce qui est tout à fait remarquable. Voilà. Quand je vous disais où on en était, il y a 2007-2008 dans les résultats du fonctionnement, un redressement complet du point de vue budgétaire, mais aussi parce qu'on avait réalisé un certain nombre d'investissements et qu'il était possible de pouvoir faire cette pause. Et donc, vous voyez un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, sur les résultats du fonctionnement, nous sommes dans une courbe qui est une courbe positive, largement positive, et ce qui est une bonne chose au regard donc, des projets donc, à venir. Voilà, nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la section d'investissement. Nous avons des recettes d'investissement qui sont un montant de 2 676
050,58 avec les restes à réaliser, donc qui sont de 789 933,84, ce qui vous donne l'addition des deux, soit 3 465 984,42. Les restes à réaliser, je rappelle, ce sont les choses qui avaient été prévues sur le budget d'avant, qui n'ont pas été réalisées, donc qui sont reportées, et donc qui sont en fait, si vous voulez, quand on parle du privé, sur des comptes intermédiaires de gestion. On a une différence donc entre les deux. Nous avons donc d'abord le chapitre 13 qui sont les subventions d'investissement, qui en a obtenu pour un montant de 74 070 euros très exactement. Vous les avez donc détaillés sur le bureau qui est là pour la salle de gym, la salle de dojo. Il y a eu un transfert de subventions et l'aménagement voirie donc, qui donne ce montant. Nous avons ensuite le remboursement des emprunts et dettes assimilés pour un montant donc de 820 058,47 euros. Alors, il y a 500 000 euros au titre d'un remboursement anticipé provisoire. C'est une... Alors, il faut que je pas dire que j'ai un jeu d'écriture. C'est une écriture comptable double qui fait que le solde de 320 058,47 correspond à une réimputation que l'on retrouve également en dépenses. En fait, ça va s'annuler globalement. Ensuite, oui, puisque nous sommes dans les recettes d'investissement, donc comprenez bien la chose. Ce budget, c'est tout simplement 500 000 qui ont fait un remboursement anticipé, donc qui est repassé après en dépenses d'investissement. Et même chose, on a eu une réimputation, donc à un moment il a bien fallu passer l'écriture, donc on l'a passé sur une recette pour le repasser en dépense derrière. C'est tout simplement pour montrer qu'il y a eu un mouvement, mais globalement, en fait, ce chapitre est à zéro. Si on passe maintenant au chapitre 10, dotation et excédent, pour un montant de 1 142 439,31 euros, avec le fonds de compensation de la TVA, c'est-à-dire que ce sont les investissements, une partie des investissements qui sont passés en 2011, pour lequel il y a un remboursement de l'État. Donc ce n'est pas comme dans le privé, où vous avez un calcul qui est strictement sur le montant de la TVA qui a été versé. En fait, là, l'État garde une partie donc, de cette TVA, mais nous en redonne une autre partie. Vous avez la taxe locale d'équipement donc pour 83 115 euros, la taxe d'aménagement 25 628,37 euros, et l'affectation donc du résultat qui se trouve donc ici, ce dont je vous parlais donc tout à l'heure, pour un montant donc de 819 381,77 euros. Nous avons le 40, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est ce qu'on a trouvé dans les dépenses de fonctionnement, donc en 42, donc on le retrouve sur une recette d'investissement. C'est le passage des investissements vers du fonctionnement vers l'investissement. Donc ça s'annule globalement dans l'équilibre. Ce sont des comptes donc, qui n'ont pas d'action sur l'équilibre global du budget. Même chose donc pour... pardon, hop là. Excusez-moi, il y a deux fois la même diapositive. Dépenses d'investissement, donc on est globalement à 4 millions, donc 743 641,12, avec les restes à réaliser qui sont de 748 448,60 euros, nous sommes à 5 490 089,72 euros. Pardonnez-moi, une petite manœuvre qui va m'éviter de bafouiller. Voilà, donc les principales dépenses d'investissement sont les opérations d'équipement menées par la ville et le remboursement du capital des emprunts, donc classique. Donc ces dépenses regroupent les travaux réalisés par la commune et les dépenses d'équipement des services. Elles sont réalisées donc par opération. Et donc vous les retrouvez donc ici. On a modernisé les ateliers. Alors vous voyez au milieu, c'est ce qui a été dépensé, et sur les opérations, ce qui reste à réaliser donc sur la colonne de droite. Donc modernisation des ateliers, des espaces verts, les locaux d'équipement scolaire, l'amélioration des équipements urbains, le développement urbain, des terrains de sport, la voirie,
les gymnases décommés, l'habitat, la maison de retraite. Et vous voyez donc qu'on arrive à un montant de 2 903 000 et des poussières, et des restes à réaliser qui sont donc de 746 448,60, hein, donc ce qui était annoncé auparavant. Nous avons donc les remboursements des emprunts qui sont pour un montant donc de 1 149 421,94 €. Donc là, vous retrouvez là-dedans le montant donc des 320 058,47 € dont on a parlé tout à l'heure dans les recettes d'investissement. Nous avons... quelquefois, j'ai mis 2 fois la même diapo, excusez-moi. Nous avons ensuite au chapitre 26 une dépense d'investissement qui est un montant donc de... plus haut. Non, plus haut. Il faut revenir en arrière. Voilà, là, merci. Participation au capital de la SPL, c'est l'Agence au service des collectivités locales de Vendée. Vous savez, on a voté sur cette délibération. Il faut une participation qui est considérée comme un investissement. Donc on a une dépense donc de 500 €. Le chapitre 40, c'est les opérations d'ordre de section. Donc on retrouve la même somme donc en 42 dans les recettes de fonctionnement. Donc là aussi, pas d'action sur l'équilibre global. Et donc, nous avons un solde d'investissement reporté qui est de 195 303,97 €, qui était en fait le déficit du fonctionnement donc de l'année d'avant. Le résultat donc de l'investissement négatif, heureusement, ça veut dire qu'on fait quelque chose, se monte à 2 67 584,10,54 € et sera apporté sur le budget donc primitif 2013 au compte 001, équivalent de ce qu'on vient de voir au-dessus, et en dépenses d'investissement. Et la section d'investissement peut donc se décliner de la manière donc, suivante, qui est un tableau récapitulatif de ce que je viens de vous présenter, où vous avez donc les résultats reportés en haut et les différents comptes donc, qui sont en dessous. On a la même chose pour les recettes donc, d'investissement. Et nous avons enfin le tableau final qui est celui alors, il n'y a pas de triche. Hein. Le moins de millions, c'est que le moins est au-dessus. Hein. Donc c'est bien un solde négatif, avec un reste à réaliser qui, lui, est positif. Logique. Les résultats de l'exercice. Donc, vous voyez qu'ils sont plus faibles cette année. Il y a une raison à ça, puisque, en fait, sur l'année dernière, on était à 1 943 000. On est à 660 000 € cette année. C'est tout simplement parce que vous voyez que le montant des soldes d'investissement est beaucoup plus important. On a tout simplement pris la réserve d'excédent pour pouvoir faire des investissements, ce qui nous donne donc un budget global qui est largement équilibré, tout en permettant donc un... Il y a quelque chose qui... Ah, pardon. Si c'est la presse, on ne dit rien. On ne va pas expulser la presse quand même, selon le règlement intérieur. Donc, on a un résultat d'exercice. Donc, vous voyez que lorsqu'on a finalement des résultats d'exercice, ça permet de prendre des autofinancements, et ces autofinancements de pouvoir réaliser donc un certain nombre d'investissements. C'est la raison pour laquelle il faut que ces excédents de fonctionnement soient relativement importants. Ce qui veut dire que, bien sûr, sur les résultats, vu le résultat de l'exercice, il faut regonfler donc ce résultat donc, sur les années à venir, et donc avoir sur les gros investissements donc une petite pause, le temps de regonfler donc l'exercice. Si jamais on regarde la CAF brute, ce qu'on appelle la CAF brute, hein, le coefficient d'autofinancement brut, c'est-à-dire le résultat du fonctionnement plus les amortissements. Donc vous voyez que là, on a un résultat qui est bon, puisque ça veut dire que les amortissements, donc bien sûr, du fait des investissements, ont augmenté. Et donc, vous voyez, parti de 806 000 en 2008, on est arrivé aujourd'hui à 1 964 000, un petit peu moins qu'en 2011, mais supérieur à 2012. Vous voyez, c'est
pour montrer que le fonctionnement est important. C'est-à-dire que même si jamais on a un résultat global qui est un peu moins important, du fait d'avoir fait ces investissements, on a des résultats des capacités d'autofinancement qui sont des capacités d'autofinancement donc qui s'améliorent, tel que vous le voyez donc ici sur le graphe. Je l'ai 2 fois, excusez-moi. On va passer donc, si vous voulez bien, maintenant à quelque chose qui nous intéresse, c'est l'état de la dette. Vous connaissez ce petit... je peux avoir une... non, s'il vous plaît, merci. Ce petit graphique qui est maintenant habituel. Nous sommes partis d'un des derniers chiffres que nous avions, c'est-à-dire l'endettement par habitant. Puisque c'est celui-là qui est important, en 1995. La ligne que vous avez au-dessus, c'est le même montant indexé sur l'inflation, puisqu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, un montant par habitant en 1995, si on l'avait fait linéaire, vous imaginez bien que ça n'aurait plus aucun sens. Puisque on va prendre la baguette de pain en 1995 et la baguette de pain aujourd'hui, ça n'a rigoureusement rien à voir au point de vue prix. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Donc pour pouvoir comparer l'endettement par habitant, il faut bien indexer l'inflation dessus, sinon ce serait tout simplement une non-comparaison ou une comparaison fausse. Donc voici quels sont les endettements par habitant. Donc vous voyez qu'on avait fait, et c'était le but, un certain nombre d'investissements, ces investissements ayant pour but en particulier donc, de créer de la richesse et une dynamique de fonctionnement. On le retrouve ici, on le retrouve un paroxysme en 2008. Il faut bien dire que là on avait fait quand même beaucoup d'investissements. Et on se retrouve ici fin 2013 et vous voyez, ça c'est le résultat en fait de ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout simplement on a réussi à maintenir les dépenses de fonctionnement bas, une dynamique dans les recettes de fonctionnement, ce qui nous a permis donc d'avoir des excédents qui sont des excédents de fonctionnement importants, libérés de l'autofinancement qui à la fois nous permet de faire de l'investissement et de diminuer la dette de la ville. C'est comme ça qu'on a remboursé 3,5 millions sur le dernier mandat. On aura peut-être la capacité de le faire un peu moins sur ce mandat-là, mais ce sera aussi un des objectifs et la commande politique donc, qui est faite. Autre chose qui est importante, c'est l'actif entre la dette et la comparaison entre l'actif et la dette par habitant. Parce que si jamais vous faites des réalisations, si jamais vous faites des investissements qui, au bout du compte, n'enrichissent pas la ville, ça ne sert à rien. Ce que vous avez ici, ce sont donc des actifs. C'est-à-dire, en haut, vous avez des actifs par habitant, c'est-à-dire la richesse de la ville par habitant. Vous voyez que 95-97, on a eu un certain nombre de réalisations, sans doute, d'actifs, qui ont permis à ce moment-là, sans doute, je suis même sûr, de redoper, si vous voulez, les capacités d'autofinancement de la ville à l'époque. Et ensuite, donc, cet actif a augmenté. Tout est en correction de l'inflation. Ici, c'est-à-dire que l'actif que vous avez, par exemple, ici, en 1997, est l'actif à la valeur euro d'aujourd'hui. Elle a été réindexée sur l'inflation. Et donc vous avez ici la courbe que vous avez vue tout à l'heure, elle est bien sûr aplatie puisque les échelles ne sont pas les mêmes. Et vous voyez donc là aussi corrigé de l'inflation, donc le montant de l'endettement par habitant, ce qui vous donne, si vous voulez, donc une différence entre l'actif et le passif. Et cette différence, vous allez le retrouver sur le schéma suivant, sur le tableau suivant, où vous voyez que ici on a eu une baisse donc en 95-96, à ce que je vous disais, donc réalisation d'un certain nombre d'actifs, et derrière donc la croissance, la différence entre la richesse de la ville et l'endettement de la ville, ce qui fait qu'on montre qu'au bout du compte on a un enrichissement donc net par habitant. Alors normalement l'habitant ne peut pas réclamer ce montant, mais ça montre quand même, si vous voulez, la capacité donc, de la ville à avoir donné un actif et un enrichissement. Tout ceci en euros constants, donc je tiens à le dire. Voilà. Nous avons donc ici
le tableau du capital restant dû chaque année. Nous sommes donc là sur les fiches Minefi et sur le comptable du Trésor. Hein, et donc, vous voyez que nous sommes partis à 20 794 928. Nous arrivons à la fin de l'année à 17 330 821, soit un désendettement de 3 464 107, donc très exactement. Et ça, tout en faisant donc un certain nombre d'investissements. Donc, vous voyez un petit peu quel a été le travail budgétaire donc, qui a été fait donc, depuis quelques années et qui ressort ainsi. Les ratios d'endettement, donc c'est la dette réelle de produits de fonctionnement, c'est la dette, pardon, par rapport au produit réel de fonctionnement. Hein, donc c'est un ratio donc, qui montre quelles sont les capacités justement de pouvoir désendetter. On est là à 1,60%. Ça serait bien d'être un petit peu plus bas, mais on est parti de 2,18. Donc vous voyez un petit peu la progression qu'il y a eu, ce qui veut dire qu'on est dans un cercle vertueux, puisque ce chiffre a diminué constamment donc, depuis 6 ans. Si jamais on regarde maintenant le ratio d'endettement numéro 2, c'est le nombre d'années de coefficient de capacité d'autofinancement nécessaire au remboursement de la dette. Pour être bien, il faut être en dessous 10. Hein, vous voyez qu'on était à 25 en 2008. Alors, une variation d'une année ne veut rien dire, hein, très honnêtement. On en aura un mauvais l'année prochaine, on est à 660 000 euros, même avec les années. Donc d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on en aura un qui ne sera pas bon l'année prochaine. Hein. Ce qui est important, c'est de regarder globalement quelle est l'évolution. Et vous voyez que cette évolution, aujourd'hui, elle est dans le bon sens, hein, et elle est restée donc en dessous de 10, ce qui est, sauf l'année dernière, 10,2, on n'en était pas loin. Donc ce qui était important donc, à réaliser et qui montre là aussi qu'on est dans quelque chose de virtuellement positif donc pour la ville. Voilà, sur le compte administratif donc, du budget principal, y a-t-il des interventions ?